Bonjour Riyad. Bonjour Mouloud. Je vous aime Riyad. Bah, ça me fait bien plaisir. Voilà, première chose. Il paraît ça que... veut dire qu'après vous allez me faire du mal. Non. Vous commencez par me dire... Mais c'est quoi ce système de pensée fou? D'où ça vient? Vous avez dit Riyad, je déteste les dimanches. Vous êtes dans Clic Dimanche. C'est quoi cette haine du dimanche? Est-ce que c'est la peur de se pointer à l'école le lundi? Ouais, c'est la peur du lundi matin, la peur de l'obligation de se reposer en fait. Ça c'est vrai que... Voilà, je n'ai jamais été fan du dimanche. Si vous ne savez pas quoi faire ce dimanche après l'émission, L'Arabe du futur, le tome 4, si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes, achetez-les tous en même temps. Ça se passe à quelle période de votre vie? Vous aviez 10-11 ans sur celui-là? Oui, c'est le collège en fait. C'est entre les premières années du collège, 6e, 5e, 4e. Pauline, Émilie, vous les avez lus? Oui, absolument. Attention, faut pas spoiler. On ne spoile pas, il y a un gros secret qui est révélé à la fin, évidemment, on ne dirait pas ce que c'est, mais il y a une tension dramatique assez incroyable. Les 3 premiers tomes de L'Arabe du futur se sont vendus à plus d'1,5 million d'exemplaires, c'est colossal, et en fait c'est vous, Riyad, qui racontez votre enfance depuis la Syrie, la Bretagne. C'est à la fois drôle, c'est du Riyad Sattouf, mais ce tome 4 de L'Arabe du futur, c'est un tome qui moi, en tout cas, m'a fait pleurer toutes les 3-4 pages, parce que c'est la période la plus dure de la vie, en fait. L'adolescence? En tout cas, la préadolescence et l'entrée dans le monde des adultes et de la compréhension. Bah oui, c'est vrai que L'Arabe du futur, c'est l'histoire d'une enfance et aussi d'un rapport avec un père. Donc c'est vrai que mon père c'était un arabe d'extrême droite en fait, donc il était raciste, antisémite, xénophobe, nationaliste. Et je raconte comment, quand on a un petit enfant, on admire ses parents. Peu à peu, on finit par prendre conscience de choses et de la façon dont est le monde réel, en fait. Et donc, c'est vrai que ça raconte cette évolution, avec un changement physique aussi. C'est peut-être ça qui vous a fait pleurer, quand même, le fait qu'au début, j'étais tellement beau et là, je deviens moche. Mais parce que moi aussi, j'étais blond quand j'étais petit. Bah ouais, mais voilà. Comme vous. Et on est devenus moches, tous les deux. On est devenus dégueulasses. Non, mais c'est vrai qu'il y a l'adolescence, c'est un moment particulier où on a le corps qu'on aura tout le reste de la vie, quoi. Alors que quand on est enfant, on pense qu'on est en formation. Moi, personnellement, je pensais que je deviendrais comme Arnold Schwarzenegger, en fait, plus tard. Vous dites, mon père était d'extrême droite. On sent le truc monter dans les premiers tomes de L'Arabe du futur. On le voit pour l'amour du dictateur syrien. On commence à comprendre petit à petit qu'il est borderline. Et là, il y a des scènes à la télévision où carrément il dit il n'y a que des juifs en France à la télévision, c'est eux qui contrôlent. Quand vous écrivez ça dans votre planche, comment est-ce qu'on arrive à décaler cette planche pour que ça ne soit pas pris au premier degré? Je sais pas. Pour moi, en fait, comme je raconte quelque chose que j'ai vécu, c'est le fait tel que je m'en souviens. En plus, c'était des paroles qu'il disait très souvent. Donc je me rappelle très très bien des différentes façons de le dire, des différentes formes, de comment sa logique était construite. Donc pour moi, le fait d'en témoigner suffit, en fait. Je me dis que voilà, mes lecteurs sont suffisamment intelligents pour bien comprendre la chose. Je me pose pas ces questions-là, en fait. C'est vrai que j'avoue. Mais c'est ça, en fait, la patte Sattouf. Qu'il s'agisse de L'Arabe du futur, de La vie secrète des jeunes ou de Pascal Brutal, c'est qu'on ne sent pas d'idéologie sous-jacente. C'est-à-dire qu'il suffit des fois de dire les choses pour montrer la bêtise. Raconter des faits est toujours plus fort, enfin c'est mon avis, est plus fort que d'avoir un discours idéologique. Moi je sais que quand, en tant que lecteur ou spectateur, ou quand je tombe sur une BD ou sur un livre où dès la page 2 on voit que c'est un truc d'extrême gauche ou de droite, ou, enfin je sais pas, il y a un truc... J'ai la flemme de lire le reste, quoi. Je me dis, ah d'accord, j'ai compris Alors que emmener le lecteur dans des zones de malaise, le forcer à s'interroger sur certains trucs, ou il croit qu'il y a quelque chose, en fait non, c'est pas ça. Voilà, moi je trouve ça plus intéressant. En tout cas, toutes les œuvres que j'aime et qui m'ont touché étaient des œuvres qui se concentraient sur les faits, et en laissant le lecteur se faire, au moins en laissant le lecteur essayer de construire lui-même son interprétation. Je parle de la douleur de cet homme de L'Arabe du futur. Est-ce que c'est douloureux à un moment pour un enfant de se rendre compte que ses parents ne sont pas ceux qu'il a idéalisés? Non, douloureux, je ne sais pas vraiment, c'est toujours intéressant. Après, je pense qu'il y a des gens qui se rendent compte jamais, en fait. Moi, je connais vraiment plein de gens qui pensent que leurs parents sont des êtres divins qui viennent... d'une autre dimension et qui mourraient pour eux, ou qui pensent vraiment qu'ils sont méga spéciaux, alors que quand on voit leurs parents, en effet, c'est des gens qui ont mauvaise haleine, enfin voilà, c'est des gens assez normaux. Et c'est vrai que la prise de conscience, ça fait partie aussi du fait de grandir. Est-ce que grandir, ça signifie voir les adultes tels qu'ils sont, quels que soient les adultes, de pouvoir voir les choses en face sans se cacher derrière des excuses ou des... Voilà.
Mais vous faites un peu votre psychanalyse quand même dans cet ouvrage, parce que vous allez chercher des détails extrêmement intimes. Et en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'on connaît tout de votre intimité, mais du premier quart de votre vie. Le reste, on ne sait rien. Et vous révélez un peu plus à chaque parution. Non, mais c'est vrai que les personnages, déjà dans l'Arabe du futur, j'ai changé les noms des personnages. Donc ça me permet de les éloigner un peu de moi. C'est-à-dire, mes cousins, ils n'ont pas le même nom que dans la vraie vie. Ils n'ont pas... Donc pour moi, c'est des personnages aussi un petit peu. Donc ça me permet de ne pas être surinvesti émotionnellement sur les... Donc voilà, en fait, c'est très peu intellectualisé, hein, j'avoue. Mais est-ce que vous allez interroger tous les gens de votre famille? Non. Comment vous faites? Vous êtes vraiment hypermnésique? Parce que oui, c'est ça, moi, il y a des détails. j'ai pas la capacité de me souvenir comme ça de mon enfance. Exactement. Oui, mais la mémoire et les souvenirs ne fonctionnent pas forcément en se disant « tiens, comment c'était » ou « qu'est-ce que je me rappelle ». C'est par exemple, si vous vous concentrez sur la chemise que portait votre père, par exemple. Tout le monde va se rappeler d'une chemise de son père. Et en fait, l'odeur qu'il avait va vous revenir. C'est ce que j'allais vous dire, l'Arabe du futur, c'est des odeurs et des couleurs. Ouais, puis c'est des ambiances, tout revient en fait. Le décor qu'il y a derrière la chemise, vous allez voir que c'est une cuisine, comment était la cuisine. Ensuite, vous allez vous rappeler que dans cette cuisine, il y avait une théière. Ensuite, parfois, vous aviez une tante qui prenait cette théière. La tante vous a dit ça un jour. En fait, c'est un voyage dans une mémoire. C'est pas... Et est-ce que ça revient en dessinant? Pas tellement, non. Ça revient en écrivant un peu. En dessinant, je reconstitue la scène, quoi. Le dernier volet, sorti en octobre, de l'Arabe du futur 4, a détrôné ce qu'on appelle le livre d'Éric Zemmour. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que ça vous a fait marrer, en tout cas, de voir l'Arabe du futur vend plus qu'Éric Zemmour? Non, en fait, j'avoue que je me félicite jamais de l'échec des autres, même si je suis pas d'accord avec ce qu'ils font. Vous n'êtes pas d'accord avec Éric Zemmour, Riyad Satouf? Non, parce que ce que je veux dire... Mais quelle info! Ce qui m'a beaucoup fait rire, en tout cas, enfin, qui m'a amusé avec cette histoire-là, c'est qu'en fait, Éric Zemmour, il me rappelle beaucoup mon père. Il a la même façon de penser. Si je m'appelle Riyad et pas Jean-Luc ou Franck, c'est parce qu'il était hors de question qu'un Syrien porte autre chose qu'un nom syrien. Et Éric Zemmour, c'est... Moi, j'ai pas lu son livre, hein, mais de ce que j'en ai entendu, c'est un idéologue. C'est-à-dire, il construit un discours idéologique. Et moi, je raconte dans l'Arabe du futur ce que c'est que de grandir avec quelqu'un qui a ce discours. Cette semaine, dans l'actualité, on a beaucoup parlé des Gilets jaunes, de la révolte des Gilets jaunes. Il y a une actu qui m'a intéressé. On ne va pas vous servir la même actu que tout le monde parce que toutes les autres chaînes en parlent. C'est vous à Quimper. Voilà. Vous étiez à Quimper. Quimper, vive en la Bretagne, je le dis, j'adore la Bretagne. Voilà. Mais vous êtes breton. Bah ouais. Mais oui. Et vous avez rencontré une de vos anciennes professeurs, Madame Chapalin. Et en fait, vous l'avez posté sur Instagram et j'ai trouvé ce post hyper émouvant. Est-ce que vous pouvez raconter qui est cette personne? Oui, non, en fait, je dédicaçais à Quimper et il y avait cette dame qui était dans la queue. Et en fait, c'est ma prof de dessin de 3e qui était très sympa, extrêmement sympa. En fait, c'était une époque où j'avais des très mauvaises notes à l'école, enfin des notes très moyennes. Et elle me mettait toujours 19 en dessin tout le temps. Elle disait que j'étais un génie. Enfin, et un jour, elle m'a dit sur le pas de la porte, elle m'a dit hey, « Satouf, tu veux faire quoi de plus tard ?» Et je lui ai dit... C'est ça l'accent breton? Elle n'avait pas vraiment l'accent breton, mais elle avait une gouaille un peu... elle n'hésitait pas. Et donc elle me dit ça et je lui ai dit « je sais pas, pilote d'avion, mais je suis nul en maths. » Parce que je n'osais pas lui dire que je rêvais d'être auteur de BD. Puis elle m'a dit « Qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire ça, là? Fais dessinateur, là. T'es hyper bon, là. Tu vas t'éclater à faire... » Et en fait, je suis devenu dessinateur et c'est marrant de voir que c'est à partir du moment où elle m'a dit ça, je me rappelle très très bien du moment où elle m'a dit ça. J'attendais que quelqu'un me le dise, en fait. Personne ne me le disait. Aucun de mes profs ne me le disait. Mais... Et surtout pas votre père qui voulait que vous soyiez un grand médecin. Ouais, mon père était obsédé par le pognon, donc déjà, il voulait que... Artiste, c'est difficile de devenir très riche en étant artiste, quand même. Et donc, il voulait que je sois médecin. Parce que quand on vend 1,5 million juste de l'Arabe du futur, des 3 premiers tomes, on est plus riche qu'un médecin. Ça dépend quel médecin, hein, je pense. Hein. Il y a certains médecins... Je crois qu'il y a des médecins très très chers hein, aussi. Non, mais en fait aussi, je pense que ce que mon père aimait, c'est le statut social. C'est-à-dire lui-même qui était docteur en histoire à la Sorbonne, quand il écrivait ses lettres, il mettait toujours docteur avant son nom, en fait. C'est important de répéter qu'il était docteur. Donc, peu importe docteur en médecine ou pas, c'est docteur qui était important. C'est le fait de savoir quelque chose et de le dire aux autres, quoi. Mais c'est vrai que j'en ai gardé une fascination pour les médecins. J'adore. Et maintenant, vous avez une fierté. Est-ce que vous avez ce truc de se dire, maintenant, je suis pas docteur, je suis Riyad Satouf?
Point. Ouais, je suis très fier, en fait, Que votre grand-mère vous disait, deviens quelqu'un. Ouais. Mais je crois que c'est plus par rapport à l'ado que j'étais à 14 ans, quoi. Quand j'étais au collège, j'étais déjà persuadé qu'un jour je ferais des livres, par exemple. Je me disais, il va se passer un truc, quelqu'un va venir me voir et me dire « Vous êtes le plus jeune génie français de la BD, je vous engage à 14 ans, pas besoin de passer le brevet des collèges, pas besoin de passer le bac. » Et je pensais que ça arriverait la semaine d'après. Donc c'est vrai que c'est marrant de... Aujourd'hui, je pense que j'ai eu raison d'y croire, en fait. Voilà, c'est surtout ça qui me... Parce que dans le Petit Robert, 2019, il y a le mot docteur, mais il y a Riyad Sattouf. Sattouf. Ça, c'est trop bien, je suis trop content. Vous avez pleuré ou pas? Non, je pleure jamais. J'ai vraiment un cœur de pierre. Hein. Je C'est pleure vrai jamais. Vous pleurez jamais? Et vous faites pleurer les gens comme ça? Ouais, mais j'avoue que je pleure jamais. Ça fait très longtemps que j'ai pas pleuré. D'ailleurs, en plus, j'ai des sécheresses oculaires tellement je pleure pas. Je suis obligé de mettre des petites gouttes dans mes... Non, je pleure jamais. C'est bizarre, hein. De joie, au moins? Même pas de La joie, paternité, non. ça vous a fait pleurer? Non, même pas. Non. Vous êtes Non, collade, j'ai en pleuré. fait. Oui, je crois que la dernière fois où j'ai vraiment pleuré, c'est un peu la honte de le dire, mais c'était en regardant AI de Spielberg. Donc les robots vous font plus Les pleurer robots que me les font humains. extrêmement pleurer, exactement, mais c'est tout à fait. Mais c'est Parle la même langue. c'est psychanalytique hein, en même temps. Je crois. Vous vous cachez? Dans la vie? Ouais. Comment ça dans Je le... sais pas, quand vous vous baladez dans la rue, il n'y a pas des gens qui viennent vous harceler, dédicacez-moi ça. Non, ça va. Non, les gens qui viennent me parler dans la rue sont sympas en général. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vous ai vu aux 20h. Je vous ai vu aux 20h. C'est vous faites la BD, là, le chat du rabbin, là, non? Ah non, c'est le truc avec l'arabe, là. Voilà. On m'a dit ça tout à l'heure, là, juste dans le... Bienvenue chez Click. Moi, je trouve ça très sympa. Après, ils font un selfie, mais en même temps, à chaque fois, je prends le téléphone parce que je veux le faire moi-même. Parce que sinon, après, on a une tête horriblement laide sur les photos. Mais bon, non, c'est toujours extrêmement sympa, hein, franchement. Et vous êtes quand même dans le contrôle, j'ai l'impression, dans le contrôle de ce que vous faites, de votre image. Ah, complètement. Je suis un psychopathe de ça. J'avoue que je déteste les... Comment dire? Je suis un peu dictateur, en fait. Je veux pas... Voilà, je fais mes BD, je fais le dessin, la couleur, la maquette. Je vais chez l'imprimeur, le grammage. Je vérifie que le livre est d'une telle façon. Quand je fais des interviews avec la presse écrite, je veux relire mes propos. Non pas pour me censurer des trucs, mais pour être sûr que c'est dit comme je vais le dire. Non, je suis assez maniaque, ouais, j'avoue. Mais Qu'est-ce que vous faites si demain vous êtes en couve de public et qu'on vous... On me voit main dans la main avec Vincent Lacoste. Je serais hyper content, je sais pas quoi. Je n'ai pas... Mais en même temps, c'est ça, je ne serai jamais en couve de public. Vous voyez, c'est ça le... Parce que, sauf si on me prend de loin à ma table à dessin en train de dessiner, mais je dessine 10 heures par jour, donc j'ai pas de vie show business, en fait. Je prends pas de drogue, comme l'ensemble du show business français, je vais pas dans les fêtes et tout. Moi non plus. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Je collectionne les chevaliers du Zodiaque. C'est une drogue, Mouloud. C'est une cam. Que vous avez été un des plus jeunes dessinateurs à rencontrer le succès. Vous avez toujours été le jeune que tout le monde trouvait super beau. Vous avez raconté les jeunes. Je pense que pourquoi est-ce que vieillir, c'est un truc que vous voulez pas accepter? Mais non, mais j'ai pas dit ça. Si, Si, vous l'avez dit. j'accepte de vieillir, mais c'est mourir que je ne... Moi, j'aime la science-fiction, donc j'aime bien l'idée d'avoir des bras robotiques ou pouvoir télécharger sa conscience dans une machine. Moi, je pense que j'essaierai des trucs comme ça si c'est disponible dans quelques années. Ça arrive. Mais le futur, vous en parlez beaucoup. Mais dans Pascal Brutal ou dans plein d'œuvres, souvent dans les dystopies de Riyad Sattouf, il y a les névroses. Président ultralibéral dans Pascal Brutal, on y est. En fait, quand j'ai fait Pascal Brutal, c'était en 2003-2004 et Chirac était encore président. Et donc c'est vrai que dans cette BD, il y avait déjà pas beaucoup moins Internet qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de smartphone, etc. Donc l'idée de cette BD était d'imaginer tout ce qui pouvait arriver de pire en France, une sorte de BD post-apocalyptique comique. L'idiocratie. Ouais, il y a vraiment l'expression de la bêtise est totale, quoi. Je sais que, c'est sans doute les réseaux sociaux qui font ça, mais moi, je passe ma vie sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. On voit des trucs passer, c'est complètement fou. Des fausses infos qui sont reprises des dizaines de milliers de fois et qui ensuite sont niées, mais personne ne prend conscience que c'était faux. Enfin, c'est vrai que c'est assez angoissant. Je sais pas comment... C'est pour ça que j'arrive plus à faire Pascal Brutal, en fait. J'arrive pas à trouver d'idées pires que ce qu'il y a dans le Vous réel. n'allez pas faire plus débile qu'aujourd'hui. Non.
J'ai du mal. J'avoue que je suis battu. C'est quoi le dernier truc très débile qui vous a dit là, je pourrais jamais refaire pire? En fait, vraiment, ça va sembler caricatural de dire ça, mais je crois que le fait que Donald Trump ait été élu président, j'aurais jamais osé faire une idée aussi débile dans Pascal Brutal. Mais je me serais dit que c'est trop caricatural. Ça fait trop Retour vers le futur quand Biff Tannen devient président. Enfin, c'était une idée nulle en fait. Comme on dit dans South Park, les Simpsons l'ont fait. Ouais, voilà, peut-être. avait été Ils l'ont fait bien président. avant. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 mots qu'on colle souvent à Riyad Satouf, c'est beau gosse. Pauline? Oui, parce que vous êtes aussi réalisateur. Ce film, il a 10 ans, quasiment. C'était en 2009. C'est un film sur les boutons, sur la puberté, sur le langage. Vous avez décroché le César du meilleur premier film. Et forcément, on est allé retrouver les 2 beaux gosses de l'époque. Les beaux gosses, quand j'en souviens, quand c'était sorti, on disait un peu que c'était caricatural et tout ça. Et moi, je trouve que pas vraiment, à vrai dire. C'est assez réaliste, Les Beaux Gosses, comme film. C'est un film naturaliste. Hein. Je pense qu'il a réussi à capter l'adolescence, le phénomène de l'adolescence. Sauf qu'il a transposé dans une manière intemporelle, où il s'est beaucoup inspiré de sa génération, je pense. Mais ça représente assez l'adolescence en général. Je me reconnais, ouais, avec de la distance. À l'époque, je me disais, non, c'est pas du tout moi. Aujourd'hui, je me dis, c'était un peu moi. Ouais, quand même, je me reconnais pas mal. Aujourd'hui, quand je vois le film, avec le recul qu'on a, puisqu'on n'est plus je suis plus un ado, je vois effectivement des choses de l'adolescence. Quand on est sur le moment, on ne voit pas. Avec un peu plus de recul, on le sent, quoi. On a fait beaucoup de répétitions et lui, il avait une idée parfaite de ce qu'il voulait. Et il me disait toujours de ne rien faire, de jamais surjouer les choses, de toujours essayer d'être le plus naturel possible et d'en faire le moins possible. Ce qui était ultra intéressant, c'était qu'il était totalement libre de faire ce qu'il voulait, de nous. Sur le tournage, après, il reste toujours très gentil et tout, mais il sait exactement ce qu'il veut. Et tant qu'il n'a pas ce qu'il veut, il ne s'arrête pas. Et en BD aussi, je sais qu'il m'a souvent dit, il cherche absolument, par exemple, à avoir la teinte parfaite de noir. Et s'il n'a pas la teinte parfaite de noir, chose que lui seul voit, il dit non, il faut tout recommencer, machin et tout ça. Quand on avait du mal à faire des scènes, tout ça, il nous isolait et nous disait des trucs un peu horribles, genre « pense que ta mère est morte, sois triste ». J'étais censé être très triste, pas pleurer, mais à moitié. Et moi, j'y arrivais pas, je sais pas, j'étais pas trop dedans et tout ça. Et il me l'a refait faire. Et en fait, sa technique, au bout d'un moment, il m'a dit que j'étais nul et là, j'ai vraiment chialé, quoi. J'étais scandalisé. Encore aujourd'hui, on me dit ouais, Les Beaux Gosses, c'est génial, tout ça, tout ça. Et parfois, on me pose une question dont je n'ai pas la réponse. À quand Les Beaux Gosses 2 ? Je ne sais pas. Alors, à quand les beaux gosses 2 ? Répondez à Anthony Sonigo. Peut-être un de ces 4, hein, pourquoi pas. C'est vrai que après les suites et tout, est-ce que c'est vraiment quelque chose de... Faut qu'il y ait une bonne histoire, une bonne idée quand même. En tout cas, on a envie de les voir les 2 10 ans, 15 ans après. Ouais. Il faut voir, pourquoi pas, ouais. Et les directives de réalisateur de Riyad Satouf, on peut en parler 2 secondes? En fait, c'est-à-dire que c'est vrai que dans Les Beaux Gosses, je voulais pas que les émotions soient jouées. Parce que, par exemple, les larmes, je trouve ça hyper bien quand c'est des vraies larmes. Surtout, je dis ça parce que moi, je ne pleure jamais. Mais je voulais qu'ils pleurent vraiment. Et pour les amener à pleurer, en fait, la seule chose que j'avais trouvée, c'était de pleurer en même temps qu'eux. Parce que je me disais, en fait, il y a le ridicule des larmes, c'est ce qui empêche de pleurer. On a toujours peur d'être vraiment fragile comme ça devant les gens. Donc je les amenais à essayer de réfléchir à des choses tristes qui pouvaient les amener à pleurer. Mais je le faisais avec eux. C'est-à-dire que j'étais pas en face de lui en disant « ta mère est morte, d'accord, c'est foutu, tout est foutu ». Non, je disais « tu sais, imagine que tu sois seul ». Et moi aussi, je pleurais en même temps. Et ça a marché d'ailleurs. Au bout d'un moment, ils ont pleuré. Tout le monde a pleuré. Est-ce que vous avez envie de jouer? Parce que dans les Cahiers d'Esther, on vous entend. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien être... J'ai essayé de comment dire, d'intriguer. J'aurais bien aimé jouer un agent secret dans le Bureau des légendes, un Syrien par exemple. Un mec, pas un homme politique un peu, qui parle arabe et tout un peu. J'adore le Bureau des Vous légendes. parlez encore arabe ou pas? Vous l'avez perdu. أنا ما بحكي عربي أنا أحكي شوي أنت تحكي عربي؟ Chouïa. شوي. Non, je parle plus. J'ai un bon accent, je crois que je pourrais faire semblant que je parle. Et s'il n'y a pas cette histoire d'agent secret syrien, est-ce que... Expandables, non mais sans déconner. Non, mais après, le cinéma, en fait, c'est quelque chose de...
C'est un truc excellent parce que c'est arrivé par la bande dessinée, en fait. Mais c'est vrai que le truc qui me fait me lever le matin et qui m'obsède le plus au monde, c'est la BD, quoi. Parce que moi, je me marre quand je vous entends faire des voix dans les Cahiers d'Esther. Et quand même des fois, juste là en interview, on a envie de vous voir jouer, en fait. Bah ouais, mais alors je suis dispo, hein, mais uniquement sur des gros budgets, d'accord. Avec gros effets spéciaux, grosses vedettes. Mais vous faites des apparitions dans plusieurs films. Ouais, j'ai fait Dire quelques doubles, dans La Guerre et d'éclat. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus pour faire marrer c'est des petits caméos, quoi, mais c'est pas des. Nous, il y a un film ici dont on est tous fans, c'est Jackie au Royaume des filles. Il paraît que vous avez mal vécu l'échec en salle, en tout cas. En fait, je sais pas que je l'ai mal vécu, c'est que comme le film n'a pas du tout marché, c'est grâce en fait à ce film et à son échec que j'ai eu du temps pour faire l'Arabe du futur, en fait. Jackie au Royaume des filles, si vous l'avez pas vu, c'est un film cultissime, drôlissime, et juste Didier Bourdon, Vincent Lacoste, La Réunion, et Charlotte Gainsbourg, c'est fou. En fait, c'était un Cendrillon inversé. Et les gens trouvaient ça aberrant, parce que Cendrillon inversé, ça n'a plus aucun sens, en fait. Le fait que ce soit une princesse entourée de 1000 hommes qui veulent essayer de la séduire, les gens ne comprenaient pas le... Mais non, bon, c'était sympa. Moi, j'ai bien aimé faire ce film. Enfin, je pense plus personne ne pourra jamais refaire un film comme ça. Non, mais est-ce que le traumatisme est passé? Vous avez envie à nouveau de refaire du cinéma? J'avoue que maintenant que l'Arabe du futur a marché, que c'est un super succès, etc., on me repropose plein de trucs. Mais je crois... Pour l'instant, j'ai pas de projet, non. Je fais la suite de l'Arabe du futur. Il paraît qu'il y en a 6. Oui. Au début, il devait y en avoir que 3. Que 3. Comment ça s'est... Puis alors là, j'ai reçu les chiffres de vente hier, il va peut-être y en avoir 10 en fait. Non, mais c'est vrai que en fait, l'histoire avançant, je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai envie de raconter, que j'avais pas forcément prévu de raconter au début en fait. Il va se passer des choses que vous n'avez pas prévues D'accord. dans cette émission. Bon, je m'en vais. Allez, Non, salut. vous restez avec nous. Au revoir. Fin de plateau, s'il vous plaît. Pause déj. Riyad Satouf, auteur de L'Arabe du futur 4 aux éditions Alary. Vincent Lacoste vous présente et adresse votre portrait chinois. Si Riyad Satouf était un animal, je pense qu'il serait un petit koala. Ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'assez mignon et doux, avec une tête ronde. Un fruit, je dirais une pomme. Une pomme parce qu'il a une bonne tête ronde comme une pomme. Il y aura une chanson, ça serait I'm Still Loving You de Slayer, qui je pense est une de ses chansons favorites. Enfin, un livre, après je dis tout ce qu'il aime, mais un livre, ça serait L'étoffe des héros, qui est son livre favori aussi. Un bruit, ça serait le bruit du sabre laser dans Star Wars. Non, alors, rectification, Still Loving You. C'est Scorpion, c'est pas Slayer. Et un bruit, C'est le sabre laser. pour moi, ça serait pas ça. Ah oui. Seules les personnes ayant un rapport avec le Moyen-Orient comprennent ce bruit. Expliquez. C'est une insulte, en fait. C'est l'ancêtre du fuck, je crois. Il y en a qui arrivent à bouger que la phalange du haut. Vous arrivez à faire quand même. C'est assez obscène. Vous pouvez nous refaire juste un... Ouais. Vous êtes aussi l'auteur de la bande dessinée Les Cahiers d'Esther. Cahiers d'Esther, vous y racontez la vraie vie quotidienne de la petite Esther que vous avez rencontrée à 10 ans. Vous l'avez adaptée à la télévision sur Canal+. Canal+ a adopté Esther. On regarde un extrait. Yes, ça c'est du lourd. Et tu connais ça quand même, c'est hyper connu. Ouais, mais c'est bon. Ce chanteur, il s'appelle Black M. C'est un des chanteurs les plus populaires de France, je pense. Mais c'est surtout les garçons qui l'écoutent en général. Oh, Madame Pavoshko, non, je suis pas en prison ou à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Ça parle d'une directrice d'école qui croyait pas en Black M quand il était jeune. Et en fait, maintenant, il est devenu célèbre et il se venge dès leur chanson. Fuck, le délégué est trop fort. Moi, j'aurais bien regardé Réponse de Disney, mais bon. J'aime bien Black M quand même, hein. C'est assez dynamique et en plus, il est très très beau. Je crois que c'est pour ça qu'il est assez populaire. Moi, solo, t'es sous l'eau. Je me suis dit, c'est le moment, je vais le fire. En fait, après, mes parents, ils sont rentrés. Et mon père, il a tout de suite reconnu la chanson et il a foncé. Hop, extinction immédiate de la nullité là. Et laisse allumer, je regarde là. Non, l'air de cette chanson c'est comme une gastro. Tu la chopes sans faire gaffe et tu la gardes des plombs dans la tête là. Allez, éteins. C'est le moment, Bellfire. Attends, vite la pub Mon là. père, comme il est prof de sport, il est beaucoup plus fort qu'Antoine. Alors il a attrapé la télécommande et il a changé de chaîne. Mais qu'est-ce que toi, tu collectionnes? Est-ce qu'il y a un truc? J'ai collectionné énormément de trucs. J'ai collectionné vraiment plein de trucs. Déjà, les bandes dessinées. J'avoue que je suis un malade de bandes dessinées. J'achète des bandes dessinées en édition originale.
J'achète des petits dessins originaux. Maintenant que j'ai les moyens de me payer des petits dessins originaux, j'achète des petits dessins. J'achète surtout des livres, en fait. Je suis obsédé par les bouquins. Là, j'ai acheté des premières éditions des livres de Kessel, Joseph Kessel. J'adore Joseph Kessel. Tour du malheur. J'aime bien l'idée que l'auteur était vivant au moment où le livre est sorti et où il a peut-être vu ce livre, en fait. C'est ça qui me plaît. Comme les premières éditions, c'est toujours celle où l'auteur est un peu investi, il va chez l'imprimeur, enfin, s'il est intéressé par ça, je me dis peut-être qu'il était là. Et est-ce qu'il y a des collectionneurs de Satouf? Je crois qu'il y a des collectionneurs de Satouf, tout à Ouais. fait. Des gens que tu rencontres à toutes les dédicaces qui viennent. Ouais, il y en a quelques-uns, il y en a quelques-uns. Qu'est-ce que ça te fait? Ça m'angoisse un peu. J'avoue que les gens qui me suivent dans plusieurs dédicaces et tout, j'ai toujours... mais bon, c'est sympa quand même, hein. Je trouve ça sympa. Dans l'Arabe du futur, on parle d'amour, les premiers émois de Riyad Satouf. Oui, qui est là? Il est en train de chercher sa surprise. Et vous dites que vous étiez fou amoureux de Juliette, c'est le personnage principal du dessin animé Ouais. Juliette, je t'aime. C'est elle. C'est elle est là, Juliette, je t'aime? À la pension des Mimosas. Ah. Et à cet âge-là, vous étiez amoureux de meufs qui n'existaient pas. Ouais. Il y avait qui? À part Juliette. Il y avait que Juliette? Bah ouais, dans mon souvenir, oui. Qu'est-ce qui vous plaisait dans Juliette, de Juliette, je t'aime? En fait, ce que j'aimais dans Juliette, je t'aime, c'est que je m'identifiais à Hugo, en fait, qui n'arrivait pas à... C'est compliqué, hein. Est-ce qu'il faut tout remettre en contexte? Oui. En fait, Juliette était une jeune veuve qui tenait une pension, la pension des Mimosas, dans laquelle de jeunes travailleurs habitaient, et notamment parmi eux, le jeune Hugo, qui était fou amoureux d'elle et qui ne savait pas comment lui déclarer son amour.